Ancien réserviste dans l'armée et bidouilleur d'antennes Wi-Fi, mon invité est capable d'installer Internet en pleine forêt amazonienne avec une boîte de Ricoré. Il en a d'ailleurs fait son métier avant de devenir député. Bonjour Thomas Gassiou. Bonjour Clément Méric. Vous êtes né dans une famille un peu à part. Chez vous, on ouvrait sa porte à la fois aux sans-famille et aux personnes handicapées. Et le soir de Noël, par exemple, votre famille avait tendance à s'agrandir. Oui, effectivement, mon père était très engagé, notamment dans une association qui s'occupait des handicapés des Monts du Lyonnais, le territoire où je suis né, où j'ai grandi. Et effectivement, la famille était souvent associée pour accueillir ceux qui n'avaient pas forcément de famille le soir de Noël ou à d'autres moments de l'année. Et je dois dire que j'en garde une expérience très riche, puisque c'était beaucoup toujours de convivialité et puis de moments de partage avec d'autres personnes. Alors il y avait cet engagement associatif de votre père, et puis avec votre mère, ils ont aussi adopté votre petit frère, Jean-Philippe, un enfant trisomique. On vous voit ici en photo tous les deux dans les bras de votre père, et puis ici avec lui. Et puis avant votre naissance, vos parents ont aussi été coopérants en Afrique, au Mali. Là on voit votre maman. Et enfin, pendant votre enfance, ils accueillaient des enfants placés par la DAS. C'est assez étonnant, cet engagement, cette ouverture aux autres, vers les personnes peut-être les plus faibles, les plus en difficulté. Comment vous l'expliquez? Alors ça, il faudrait demander à mes parents, mais je pense qu'eux-mêmes ont eu des enfances pas toujours très simples. Mon père, il se trouve que ses parents ont été assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin dans le cadre de ce conflit-là. Et donc je pense que par la suite, ayant connu ces moments pas toujours simples, ils ont souhaité s'engager pour les autres, mais voilà, c'est mon interprétation. Et alors vous, enfant, comment est-ce qu'on grandit dans une famille comme ça, avec des parents qui s'occupent des autres autant que ça? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de jalousie à un moment à devoir partager ses parents? Non, parce que quand vous êtes enfant, vous n'avez pas d'éléments de comparaison. Vous arrivez, c'est un état de fait. Par ailleurs, mon père, donc, qui était assistant maternel, était à domicile, donc très disponible. Ma mère était un peu plus occupée professionnellement puisqu'elle dirigeait un lycée agricole, ce qui lui demandait beaucoup de travail. Mais donc, en tant qu'enfant, vous prenez la situation telle qu'elle est. Alors votre enfance, elle a aussi été marquée par le deuil. Vous aviez deux grands frères qui sont morts très jeunes de la mucoviscidose. Et puis quand vous aviez 10 ans, votre père est décédé d'une maladie. J'imagine que ça a marqué la fin de votre enfance. C'est vrai que quand vous êtes enfant, quand vous êtes face à la mort d'un de vos parents, quand on vous l'annonce, vous avez parfois déjà une phase de déni parce que c'est tellement impensable pour un enfant de connaître ça. Et puis petit à petit, c'est la sidération en disant mais qu'est-ce qui va se passer, je ne vais plus revoir mon père, comment on va s'organiser, notamment quand vous avez une famille un peu élargie. Et puis petit à petit, vous faites le deuil, vous gardez bien entendu en mémoire les meilleurs souvenirs que vous avez avec la personne que vous avez perdue. Et vous essayez de rebondir et de vous reconstruire. Et je crois que les enfants ont cette capacité-là. Et c'est ce que j'ai remarqué également quand j'ai été engagé un peu dans des théâtres extérieurs. C'est la capacité de résilience des enfants à faire face à des situations et à s'adapter pour continuer à vivre. Vous avez employé le mot vous-même, le mot de résilience. Vous travaillez dessus, sur la résilience de la nation. En tant que député, vous êtes à la tête d'une mission qui travaille là-dessus. Effectivement, la résilience, c'est avant tout un terme qui relève de la psychologie, qui a été popularisé par Boris Cyrulnik, qui concerne la capacité des individus à faire face à un choc et à se reconstruire. Et puis ça peut s'associer également à une collectivité, à une entreprise, à une nation, dans la capacité collective qu'elle a à faire face à un choc et à s'organiser pour retrouver le fonctionnement normal le plus rapidement possible. Alors, quand on est enfant, bien entendu, on ne théorise pas autour de la résilience. Tout simplement, on fait face à un état de fait, la vie continue, on se réorganise. Mais effectivement, ensuite, quand on est adulte, on arrive à essayer de comprendre, de donner des mots à ce qui s'est passé. Pendant vos études, vous avez signé un contrat de 5 ans avec l'armée pour servir comme réserviste. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes engagé? En fait, je veux dire, c'est surtout par curiosité au début, parce que je fais partie des premières générations, étant né en 1981, qui n'ont pas fait leur service national.
Et en plus du fait de ma passion pour la montagne, j'avais signé chez les chasseurs alpins, ce qui était un intérêt supplémentaire pour moi. Alors, pendant ces 5 ans, vous y consacriez combien de temps à peu près? Alors, administrativement, c'est normalement entre 5 et 30 jours, mais pour ma part, bien souvent, j'avais des activités de 80, 100 jours, voire plus par an. Donc c'était en plus de vos études? Bien sûr, en parallèle de mes études. Alors justement, on va vous voir en photo. Vous avez servi dans le 7e bataillon de chasseurs alpins, c'est bien ça? Exactement. Là, c'est vous en tant que chasseur alpin. Quel genre de mission vous avez accompli pendant ces 5 années? Alors, la mission essentielle d'un militaire, c'est se former pour être prêt si besoin. L'aptitude au tir, l'aptitude physique, la capacité à se déplacer individuellement, collectivement en montagne pour les chasseurs alpins, les transmissions, enfin tous ces savoir-faire individuels et collectifs. Et puis, vous avez les missions opérationnelles. Et donc, pour ma part, j'ai eu la chance d'être projeté à la fois sur le territoire national, au travers de ce qu'on appelait à l'époque l'opération Vigipirate, qui est devenue l'opération Sentinelle, et puis également en opération extérieure. Et ma dernière opération, c'était notamment, donc vous l'avez cité, dans le cadre de l'opération Licorne, en 2007. Ça c'est vous, donc exactement. En Côte d'Ivoire. Vous y avez servi pendant 4 mois, je crois, à peu près. C'est ça, 4 mois. Ouais. C'est assez exceptionnel pour un réserviste d'être envoyé en OPEX, en opération extérieure. Qu'est-ce qui vous a valu ce privilège? Tout simplement, comme j'avais été étudiant, j'avais pu répondre favorablement aux demandes qui m'avaient été faites pendant mes 5 ans d'engagement. Ce qui m'a permis d'être à un bon niveau de formation. Et simplement, quand le bataillon a été appelé à partir en Côte d'Ivoire, le chef de corps est venu me voir en disant « J'aimerais que tu viennes avec nous ». Qu'en penses-tu, quoi? Et c'était pas aussi un moyen d'essayer de vous convaincre de vous engager pour votre carrière professionnelle dans l'armée? Non, je pense pas, parce que j'ai toujours été clair sur le fait que j'avais d'autres aspirations professionnelles que m'engager à temps complet dans l'armée d'active. Et donc la réserve était pour moi le bon choix pour concilier à la fois ces aspirations civiles et cette volonté de servir. Pendant vos études, en parallèle de votre engagement en tant que réserviste, vous vous êtes passionné pour les réseaux Internet. Vous avez développé une solution technique, on peut dire, pour installer, déployer l'Internet à haut débit en zone rurale. Et donc vous avez fait de votre village un peu votre terrain d'expérience. Vous avez même convaincu le prêtre du village d'aller installer une antenne Wi-Fi dans le clocher de l'église. C'était une discussion effectivement à la fois avec le maire, la paroisse, pour dire que le clocher était excellemment situé. Il était au centre du village, c'était un point haut, il était électrifié, on pouvait y accéder facilement. Et effectivement, on a équipé le clocher de relais, de petits relais Wi-Fi avec des moyens extrêmement sommaires puisqu'on avait très peu d'argent. Et on a commencé à raccorder quelques dizaines d'abonnés autour du clocher pour leur apporter de l'Internet au débit. Donc c'était une vraie révolution dans le village. Il paraît qu'avec une boîte Ricoré, vous êtes capable d'installer Internet partout, y compris là, en pleine forêt amazonienne. En Guyane. Alors effectivement, la boîte Ricoré, en fait, c'est un guide d'onde. Ça vous permet de relier un point particulier au réseau quand vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous ne pouvez pas acheter une antenne qui coûtait à l'époque relativement cher. Et alors là vous étiez où exactement sur ces photos? Alors là, c'est en Guyane, vers la commune de Saül, qui est sans doute la commune la plus isolée de France, et on a organisé la desserte avec du Wi-Fi en plein milieu de la forêt, en autonomie complète en termes d'électricité, d'où la nécessité d'installer des panneaux solaires sur les arbres, sous la canopée. Et vous avez fait ça un peu partout en France. J'imagine que quand vous arriviez avec cette solution technique, vous deviez être accueilli un peu comme le Messie, non? Ça devait être... Effectivement, alors j'ai terminé mes études après mon activité associative, et effectivement, quand j'ai fini mes études, j'ai créé une entreprise à ce sujet-là, et rapidement, mon entreprise est devenue leader sur ce domaine-là, puisque sur la technologie WiMAX, il y avait 30 000 abonnés en France et 15 000 étaient abonnés dans l'opérateur que je dirigeais. Alors au même moment où vous lanciez votre entreprise, vous êtes engagé en politique, d'abord comme conseiller municipal dans votre village, et puis ensuite vous êtes devenu maire de Saint-Symphorien-sur-Coise, c'est comme ça qu'on dit? Tout à fait. Comment vous faisiez? Parce que les journées donc 24 heures, là vous étiez un peu partout à la fois, ça n'a pas été un peu dur? Non, alors les choses se sont faites de manière séquentielle et progressive. Après avoir été 7 ans conseiller municipal, s'est ouvert cette opportunité de monter une liste sur la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise. Et donc ensuite, je me suis engagé davantage en tant que maire et puis dans
avec des responsabilités dans des structures du territoire. Et puis début 2017, vous avez décidé de vous présenter aux législatives. Vous avez fini d'ailleurs par obtenir l'investiture d'En Marche, mais un petit peu plus tard, après la présidentielle, vous avez été élu. Et une fois élu, on vous a retrouvé sur tous les sujets qui touchent à la fois aux questions de défense et puis aux questions de nouvelles technologies, qui sont un peu vos deux domaines. Votre expérience à la fois dans l'armée et en tant que chef d'entreprise, elle vous aide à l'Assemblée ? C'est tout naturellement qu'on m'a sollicité pour dire, écoute, on n'est que deux ou trois, vous êtes que 2 ou 3 à avoir fait des opérations extérieures sur l'ensemble des députés, donc il serait intéressant de valoriser cette expérience au sein de la Commission de la Défense. Et donc je suis rapidement devenu rapporteur du budget de l'armée de terre. Et quand vous avez connu le fracas des armes et des bombardements, ça vous donne un sens un peu plus aigu de la gravité de la décision d'engager la force. Alors, parmi les différents dossiers sur lesquels vous êtes engagé, il y a le SNU, le Service National Universel. On vous a suivi d'ailleurs en reportage à cette occasion dans le Morbihan. On va en revoir un extrait. Allez, monsieur le député, avec eux. Allez, on tire maintenant. Allez, vas-y, tire. Allez. Bien joué. Ça fatigue un peu, hein. Allez, bien joué. Je crois à ce projet du SNU, je crois à son utilité dans notre société. Ce n'est pas un service militaire dans le sens où l'objectif n'est pas à apprendre à l'ensemble d'une génération à manier les armes, mais simplement à fabriquer de la cohésion, du ciment social pour qu'ensemble ils puissent relever les défis de leur temps. Vous avez donné de votre personne sur ce, Oui. sur ce reportage. Vous dites que le SNU, c'est un moyen d'aider à faire nation. En quoi ça peut aider à faire nation ? Alors le SNU, son utilité effectivement, c'est de reprendre ce qu'il y avait de mieux au niveau du service national, c'est-à-dire ce rite de passage à la vie adulte où toute une jeunesse se rassemble, quelles que soient ses origines, qu'elle ait été dans l'enseignement privé, dans le public, pour essayer ensemble de construire ce projet collectif et d'avoir également des bases pour faire face à des situations un peu difficiles. Donc ce SNU, son objectif, c'est de fabriquer de la résilience nationale. On y revient. Et une externalité positive, j'allais dire, un effet induit, c'est de renforcer la cohésion sociale. Donc la résilience avec le SNU, il y a aussi la résilience, on l'a évoqué avec l'armée professionnelle, c'est-à-dire vous faites en sorte que l'armée puisse fonctionner normalement sans les nouvelles technologies, parce que c'est une possibilité dans un avenir proche. Et puis je crois qu'avec vos enfants, vous travaillez aussi avec eux sur ça. Leur apprendre un peu à se débrouiller sans un téléphone portable, sans Internet. C'est important pour vous? Alors oui, c'est important puisqu'on vit dans un monde qui est façonné par les technologies, mais tout ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc il ne faut pas qu'on ait cet effet de sidération aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, si toutefois on est face à une telle situation. Je tiens effectivement à ce que mes enfants aient aussi cette capacité de s'organiser et de faire face à des situations, on va dire, qui sont parfois inattendues. Donc effectivement, je n'hésite pas à les emmener un peu partout dans le monde, y compris dans des environnements qui ne paraissent pas forcément extrêmement favorables, pour qu'ils aient un regard sur cette diversité du monde et qui soient en mesure de se débrouiller dans ces conditions. Merci Thomas Gassiou d'être venu devant moi et moi. Je vous en prie.